Bienvenue à toutes et à tous. Donc, on est ensemble on va faire une séquence jusqu'à 11h45 pour présenter la plateforme B2IDs, initiative dont la charte de la diversité est partenaire et qui vise à diversifier les sources de recrutement et à proposer un outil de non-discrimination pour les entreprises engagées pour la diversité et la non-discrimination. Alors, je me présente, je suis Elisabeth Fuchs, directrice de projet diversité et inclusion au sein du réseau Les entreprises pour la cité, qui porte la charte de la diversité. Et donc, on a envoyé à l'attention des entreprises signataires de la charte cette proposition donc, de temps d'échange autour de la présentation de la plateforme B2IDs. Si vous voulez vous présenter les uns et les autres rapidement, donc pour qui autour de la table, et on proposera ensuite à Jean-Charles Bayricon de nous présenter plus précisément la plateforme et ses objectifs. Donc peut-être les uns et les autres, si vous voulez prendre quelques instants pour vous présenter vos entreprises et vos fonctions dans vos entreprises. Je vous laisse activer vos micros. Je peux commencer. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour Alice Duke. Je suis responsable du pôle recrutement au sein du groupe Cali Consult, un groupe de 2000 collaborateurs. Et je suis accompagnée de Diana, qui est présente dans la visio aussi. Merci. N'hésitez pas à activer la caméra si vous le pouvez lorsque vous prenez la parole ou même pendant les échanges. Merci beaucoup Alice. Bonjour Diana, donc vous êtes ensemble pour Cali Consult. Est-ce que les autres participants peuvent également se présenter? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Oui, bonjour, moi je me présente Audrey Mailleux, je représente aujourd'hui la société Resistec par le biais donc de Monsieur Alfandari. Je suis gestionnaire des ressources humaines et je participe donc par rapport à ce pôle effectivement pour toute la partie recrutement dans l'entreprise. Je n'ai pas de caméra à pouvoir activer malheureusement, mais je vous vois et je vous entends. C'est pas grave. Merci beaucoup Audrey. N'hésitez pas aussi au fil de l'eau à poser vos questions dans le fil de la conversation au cours de l'intervention, puisqu'on pourra interrompre Jean-Charles au cours de sa présentation. Merci. Je ne fais pas. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Très bien, merci. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Mélicia. Je suis présente aujourd'hui avec Mélissa de Neuvy qui est en ligne aussi. On représente le groupe Belvidia, donc groupe de solutions ressources humaines. Et effectivement, nous, on recrute principalement pour nous en interne, donc pour nos 75 agences d'emploi. Donc, on possède des agences d'emploi donc d'intérim, des cabinets de recrutement, également des sociétés spécialisées dans le recrutement pour le retail. Donc voilà, on peut recruter des alternants, des permanents, principalement chargés de recrutement, commerciaux, managers, etc. Du coup, on ne peut pas activer aussi les caméras. On est un peu séparés. Merci. C'est pas grave. Merci beaucoup à toutes les deux. On a également donc Tiffany Wirman côté LEPC. Tiffany, si tu veux te présenter, et Véronique qui nous a rejoint pour l'UIMM, qui du coup représente plusieurs entreprises. Merci Véronique Pignotti. Bonjour à toutes et tous, Tiffany Wirman, chargée de projet emploi-formation chez LEPC Antenne Grand Est. Et j'ai le plaisir de participer à cette vidéo avec un grand intérêt, une grande curiosité. Merci beaucoup Tiffany. Et donc Véronique, on a fait le tour des différents participants à la visio. Si vous voulez bien vous présenter, ensuite on proposera à Monsieur Jean-Charles Bricon de nous présenter la plateforme B2IDs, donc outil d'aide à la diversification des recrutements et à la non-discrimination dans l'emploi. Merci, désolée, je viens d'arriver sur une autre réunion. Donc, Véronique Pinotti, je suis directrice emploi insertion compétences à l'UMM Côte d'Azur depuis 1 an, anciennement la direction de France Travail. Donc voilà, sur le secteur de l'industrie, mais en charge de toute, on va dire, tout ce qui concerne le recrutement, donc fortement intéressée et curieuse aujourd'hui. Merci de votre invitation.
Merci. Donc, une possibilité de relayer aussi dans le secteur de Tout à fait. l'industrie plus largement. Tout à fait. Merci pour votre présence. Alors Jean-Charles, la parole est à vous. Je vous laisse présenter la plateforme, nous dérouler tout ça. Et n'hésitez pas les participants à poser vos questions, alors soit en activant vos micros, soit au fil de l'eau dans le fil de la conversation. Oui, surtout n'hésitez pas, effectivement, ce sera plus évident. Alors, bonjour à tous. Merci Elisabeth pour l'invitation d'Entreprise pour la Cité de m'offrir cette possibilité de faire cette présentation. En fait, c'est une deuxième édition. Il y avait une première édition il y a à peu près 2 semaines, mais avec les congés, on s'était dit que c'était peut-être adapté d'en faire une deuxième. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter, puis après, je vais présenter l'outil, puisque là, on a fait un peu le teasing, donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que cet outil permet de faire. Alors, me concernant, en fait, j'ai plusieurs casquettes. La casquette au titre de laquelle je vous parle aujourd'hui, c'est en tant que président donc, de l'association Business to Ideas qui gère donc, la plateforme B2Ideas. Je vous fais une démonstration dans quelques minutes. C'est pas ma casquette principale forcément, puisque en fait, à titre principal dans la vie, je suis économiste et adjoint directeur à la Banque de France, donc à Paris. Donc économiste chercheur, et c'est sans doute aussi cette profession qui m'a donné l'idée en fait de créer cette plateforme. Et je vous en montrerai un peu les principes qui reprennent certains principes économiques et qui a donné lieu à une expérimentation, là aussi, basée sur les principes de l'économie, puis je vous en dirai un petit peu plus, qui elle-même, d'ailleurs, s'est inspirée des principes de la pharmacie et de la médecine. Et j'ai une troisième casquette, enfin, je suis aussi prof, puisque j'enseigne aussi à Paris 1 comme professeur associé, puis ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne, j'aime bien ça, j'ai enseigné à Sciences Po, à Dauphine, à Tours, à Orléans, enfin, j'ai pas mal tourné. Marseille aussi, donc, et puis là, je suis de retour sur Paris. Donc, essentiellement l'économie, à des publics qui n'étaient pas toujours d'ailleurs des publics d'économistes, hein, ça peut être aussi des étudiants en droit, par exemple. Voilà. Donc, et c'est sans doute à la confluence de mes activités d'économiste et de prof que j'ai eu l'idée avec des collègues quand j'étais détaché de la Commission européenne, donc de créer cette plateforme. Alors, je vais arrêter de faire le teasing et là, je vais partager mon écran. Ce sera plus parlant. Donc, en fait, la plateforme, en fait, le principe est assez simple. Je vais peut-être partager mon écran complet. Ce sera aussi simple. Alors, en fait, la plateforme, le principe est simple. On a vraiment fait en sorte que la plateforme soit aussi presse-bouton que possible. Au fait, vous m'entendez toujours. Là, je parle, mais on vous entend très bien. Oui, parfaitement. Et le partage d'écran fonctionne aussi. C'est parfait. OK, parfait. Donc, en fait, la plateforme est sur l'adresse b2ideas.eu. Pourquoi .eu? Donc, c'est European Union parce que je l'ai créé quand j'étais à Bruxelles. Donc, c'était l'esprit européen. C'est une plateforme qui n'a pas vocation à se limiter à la France. Ça tourne beaucoup autour de la France, mais ça peut être au-delà. Si le challenge s'y prête, ça peut tout à fait être ouvert à des personnes en dehors de la France. Il y a déjà eu des cas, par exemple, la Commission européenne l'avait utilisé pour recruter un stagiaire il y a à peu près 3 ans. Et il se trouve qu'il y avait des candidats français puis un candidat de l'Université de Bucarest. Donc, ça peut tout à fait dépasser les frontières. Et donc, le principe est simple. Donc, un professionnel au sens large, ça peut être une entreprise, une association, une administration, une organisation internationale, puisque l'OCDE, par exemple, a aussi posté des choses. Un particulier, un économiste-chercheur, par exemple, un chercheur dans un autre domaine peut aussi poster des choses. C'est vraiment les professionnels au sens large qui peuvent poster quelque chose. Donc, c'est géré par une association à but non lucratif, donc l'utilisation est gratuite. Alors, évidemment, comme une association, on peut toujours faire des dons, mais le principe de base, c'est que pour que ce soit aussi ouvert que possible et aussi collaboratif que possible, c'est que l'utilisation côté professionnel et côté étudiant est gratuite. Côté étudiant, donc pour répondre aux challenges qui ont été postés par les professionnels, là aussi c'est très ouvert. Pour lutter contre les discriminations, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de filtre autre que l'âge, puisqu'on veut juste que les personnes aient plus de 18 ans, parce qu'en fait le challenge étant basé sur les compétences et étant un concours, eh bien, on avait consulté un avocat qui nous a dit que ce serait mieux que les personnes soient majeures. Donc, bon, voilà, on a mis cette seule condition, mais c'est la seule. À partir de là, tous les étudiants dans n'importe quel cycle d'études à partir de 18 ans peuvent effectivement candidater à une offre. Alors, pour poster une offre, vous verrez, c'est très simple. Donc là, je me suis connecté avec mon compte. Donc, vous mettez une affiche pour illustrer, parce que par défaut, vous aurez cette affiche qui, donc, évidemment, est un clin d'œil à la chapelle Sixtine, avec d'un côté le professionnel, son costume, et de l'autre côté l'étudiant, avec les petits bandeaux qu'il a récupérés dans les concerts. Donc, vous mettez le nom d'un challenge. Donc, si c'est pour recruter, par exemple, un stagiaire, un alternant ou un emploi, parce que tout à l'heure, on a évoqué les recrutements d'emploi, ça s'est déjà fait. La Banque de France, par exemple, l'a déjà utilisé
pour recruter un emploi. Donc là, ça peut tout à fait convenir pour ces différents types de recrutement. Donc là, vous mettez challenge de sélection pour un recrutement en stage, en alternance, en emploi. Enfin là, vous mettez un peu le titre que vous voulez. Donc vous mettez le nom de votre société, le mail de la personne de contact. Vous décrivez le challenge. Donc là, ça peut être assez variable. Je vais vous donner 2-3 exemples. Ça peut aller de quelques lignes à plus d'une page. Enfin là, c'est assez libre. Ça peut être en français, en anglais, dans une autre langue. Vous choisissez une catégorie. La catégorie principale de votre challenge, donc ça peut être l'économie, le droit. Là, on essaie de reprendre toutes les matières qui sont enseignées en France dans les masters, mais bien sûr, des étudiants en licence peuvent aussi participer. Pourquoi aussi on indique la catégorie? À la fois, c'est informatif, et puis comme il y a un réseau qui commence à quand même pas mal se développer d'inscrits sur la plateforme, les étudiants, quand ils s'inscrivent, indiquent là ou les catégories qui les intéressent. Et donc, quand vous postez un challenge dans une catégorie, je ne sais pas, droit, informatique ou autre, puisque tous les domaines potentiellement sont couverts, eh bien, les étudiants qui ont indiqué cette catégorie vont recevoir une notification automatique en disant un nouveau challenge qui est dans votre domaine d'intérêt vient d'être posté. Et donc, allez y jeter un œil, ça peut potentiellement vous intéresser et ça peut être intéressant pour vous d'y participer avec une récompense à la clé. La récompense, je le précise, peut être de différentes natures. Alors, si c'est par recrutement, ce sera a priori une interview pour la deuxième étape. La première étape étant donc la réponse au challenge. Ça peut être aussi, puisque la plateforme peut servir à d'autres choses que le recrutement directement, ça peut être aussi, par exemple, je suis économiste-chercheur, donc ça peut être aussi pour écrire des articles. Et d'ailleurs, ça peut être des articles académiques, mais ça peut être aussi des articles à vocation pédagogique. Par exemple, le journal La Nouvelle République, qui est basé à Tours, qui est le 8e quotidien régional de France, a posté une série d'une quinzaine de challenges pour proposer aux étudiants ou aux professionnels, parce que ça peut être aussi éventuellement ouvert aux professionnels. Les statuts de notre association autorisent à ce que ce soit des étudiants, mais aussi des professionnels qui candidatent. Ça, il n'y a pas de limite non plus de ce côté-là. Et donc, c'est relativement ouvert. Donc, si vous-même ou quelqu'un d'autre se sent une âme avec, on va dire, des talents de pédagogie pour vulgariser certains sujets, la Nouvelle République propose donc d'écrire des articles. Et là, la récompense, c'est publier l'article avec votre signature. Donc, il n'y a pas d'argent en jeu. Mais malgré tout, comme c'est un journal qui est très lu et qui a beaucoup de consultations sur leur site, le fait de se dire j'ai publié un article signé de ma main et qui va être extrêmement lu, c'est une expérience qui est originale et qui peut effectivement attirer l'attention sur un CV. Donc, je continue pour donc poster un challenge. Donc, vous indiquez la catégorie. Vous pouvez mettre des pièces jointes, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être pratique si, par exemple, vous avez un test un petit peu technique pour mettre une base de données, un programme ou autre. Récompense proposée, donc là, vous rédigez en toutes lettres, ce qui offre une certaine latitude pour donner certains détails, ou si c'est une récompense non monétaire, parce que ça peut être, comme je l'ai dit, une récompense symbolique, écriture d'article, ça peut être une récompense en nature, je ne sais pas, bon d'achat, ordinateur, etc. Donc là, vous êtes libre d'indiquer la récompense que vous voulez. Alors bien sûr, elle doit être attractive, elle doit quand même récompenser justement le travail qui va être fourni. L'équivalent monétaire, s'il y en a un, alors si c'est une récompense symbolique, il n'y en a pas. Date de début, date de fin, et puis c'est tout. Ouais, donc, vous voyez, vraiment, montre en main, je l'ai fait avec pas mal de personnes qui ont utilisé la plateforme. Montre en main, à partir du moment où vous avez défini le contenu du challenge, en fait, ça prend moins de 10 minutes pour le poster. Donc, c'est vraiment très presse-bouton, puis vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'intermédiaire des personnes qui travaillent B2Ids. Alors, bien sûr, on vous aidera avec plaisir si vous le voulez, mais ce n'est pas obligatoire non plus. À partir du moment où vous avez déjà posté, que vous avez compris le principe, c'est assez facile de rajouter d'autres. Et là, je prends l'exemple de la Nouvelle République, ils en ont posté une quinzaine il y a quelques jours. Ils en avaient déjà posté une dizaine il y a quelques mois. Donc, rien ne vous interdit d'en poster un peu à la demande quand ça vous arrange, de façon relativement flexible. Alors, juste, je vais m'attarder peut-être sur un des éléments importants quand vous postez un challenge, le descriptif du challenge. Alors, idéalement, quand vous recrutez, par exemple, un stagiaire, le conseil que je donne pour vraiment bien sélectionner sur les compétences, c'est idéalement de faire un modèle réduit du challenge. Donc, je vais prendre un exemple d'un challenge que j'avais posté, puisqu'évidemment, j'utilise, puisque je suis convaincu de la formule, la plateforme pour mes propres besoins. Je l'ai utilisé plus d'une dizaine de fois pour recruter des stagiaires, puis à chaque fois, ça s'est bien passé. J'ai vraiment pu recruter des gens qui étaient vraiment très bien, mais éventuellement d'écoles dont j'avais jamais entendu parler. C'est ça qui est intéressant. Pour l'avoir observé à mon propre niveau, plus d'une fois sur deux, je me suis vraiment trouvé à recruter des gens avec des profils dont je sais que je ne les aurais pas pris si j'avais recruté avec CV et lettre de motivation. Mais c'est intéressant aussi parce que, y compris pour moi, ça m'a ouvert les horizons et permis de découvrir de nouveaux profils, de nouvelles écoles. Et donc, par exemple, je voulais recruter un étudiant pour m'aider à faire du web scrapping, c'est-à-dire télécharger massivement les données qui sont sur les sites Internet. Et là, c'est dans le domaine des salaires.
parce que la Banque de France, évidemment, on est intéressé par suivre les évolutions des salaires. Notre mission principale, c'est l'inflation, mais les salaires, évidemment, peuvent être assez directement connectés à l'inflation, donc ça nous intéresse aussi de le suivre. Et pour élargir, on va dire, les indicateurs qu'on suit, en fait, plutôt que suivre uniquement les salaires des personnes qui sont déjà salariées, on va suivre en poste, on va suivre en fait les offres qui sont offertes, donc les nouvelles offres, les nouveaux flux, des personnes qui vont bouger d'une entreprise à l'autre ou des nouveaux diplômés qui vont entrer sur le marché de l'emploi, pour voir sur un site, donc là c'était, on travaille sur Pôle emploi, mais ça peut être sur d'autres sites, pour voir en fait quelles offres, combien il y a d'offres et pour quels salaires proposés sont inscrits à l'instant T. Et donc évidemment, comme on télécharge des sites sur lesquels il y a des centaines de milliers d'offres, il faut que l'étudiant connaissent ces technologies de web scrapping. Et donc, là, j'ai tout simplement demandé aux étudiants d'aller scraper un site de leur choix. Et évidemment, quand je dis de leur choix, ça me permet déjà de voir est-ce que la personne est un peu maligne et va aller sur les bons sites et va repérer les sites qui sont importants dans tel pays. Donc déjà, il y a un premier critère qui va me permettre, quand je vais éplucher le résultat, de discriminer et puis de voir si la personne est un petit peu maligne et vraiment a le sens de la statistique et va chercher les bonnes statistiques au bon endroit. Et puis, donc, j'ai demandé donc, de construire une base de données à partir des données qui vont être scrapées sur un site parmi les pays que je propose, donc France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique. Et donc, je demande de me fournir la base de données, un programme et puis un petit document d'une ou deux pages en Word ou PDF qui va expliquer comment la personne a travaillé, pourquoi elle a pris tel choix, pourquoi elle a nettoyé tel indicateur. Bref, comment elle a construit sa base de données. Donc ça, en général, c'est ce que je suggère de faire, à minima, de faire un modèle réduit du stage pour vraiment vérifier que le cœur des compétences qui sont exigées vont être remplis, que la personne a vraiment les compétences pour le faire. Et d'ailleurs, à ce propos, ce qui est intéressant de noter, c'est que certains étudiants que j'ai shortlistés, au départ, ne connaissaient pas le web scrapping, mais s'y sont mis. Et ça, c'est un point positif, évidemment, quand dans la deuxième étape, après avoir épluché les résultats, je les ai interviewés, quand ils m'ont dit honnêtement, en transparence, qu'au début, ils ne connaissaient pas le web scrapping, mais qu'ils s'y sont mis, puis j'ai pu voir qu'ils avaient bien intégré cette technologie. Évidemment, pour moi, c'était un point positif, parce que j'ai pu relever que les personnes étaient adaptables, flexibles et qui pouvaient facilement se former, s'auto-former. Et ça, évidemment, ça, c'est un point qui est intéressant. Et donc, ça, c'est le premier point, donc demander un modèle réduit, faisable en quelques heures. L'idée, c'est que ça ne dépasse pas un week-end. Et le deuxième point que je peux aussi suggérer de faire, c'est pas obligatoire, mais ça peut être quand même pratique si on a des candidats entre lesquels il faut départager, c'est de poser une question un peu plus ouverte. Donc, la première question, vérifier est-ce qu'il est capable de faire le job sur le cœur des compétences. La deuxième question un peu plus ouverte, par exemple, là, ça aurait été les salaires, comment vous pourriez rentrer les indicateurs de salaire que vous allez construire avec le web scrapping, quelle équation, par exemple, vous pourriez remplir pour essayer de comprendre la dynamique des salaires, pourquoi les salaires évoluent de façon dynamique dans certains secteurs et moins dynamique dans l'autre. Quels indicateurs vous pourriez prendre pour comprendre les évolutions des salaires suivant les secteurs. Donc ça, ce serait une espèce de question bonus pour voir si la personne est capable de faire un peu plus que ce qu'on lui demande et fait un peu plus qu'un travail d'exécutant pour être un petit peu créatif, un petit peu autonome. Et si vous avez plusieurs shortlistés, ça peut être aussi un facteur qui vous permet de choisir donc, entre les différentes personnes. Donc là, vous postez votre challenge avec ces contenus. Il y a un espace de chat qui permet d'échanger soit directement avec toutes les équipes, c'est le canal général, soit en bilatéral avec chaque équipe. Vous avez donc un onglet résultats où les gens postent leurs résultats. Et puis à la fin, donc une fois que vous avez dépouillé les résultats, que vous les avez notés, ça prend 1 minute à peu près pour noter un challenge. Vous mettez une note, puis il y a une dizaine de critères, mettez oui, non ou pas pertinent, c'est vraiment rapide. Et puis une fois que vous les avez notés, il y a une deuxième étape qu'on a préféré distinguer parce que on s'était dit qu'après tout, on pouvait choisir shortlister les personnes qui avaient des notes différentes. On peut aussi se dire, même s'il y a 3 personnes qui ont 10, 9 et 7, peut-être que les 3 méritent une interview. Donc, on ne voulait pas rendre automatique la sélection des gagnants à partir des notes. Donc, on a distingué 2 étapes, les notes. Et puis après, ceux qu'on estime mériter d'être gagnants. Donc là, si c'est pour un stage, donc là, le gain, la récompense, c'est une interview pour la deuxième étape. Mais si vous postez des challenges pour autre chose, ça peut être, par exemple, s'il y a plusieurs gagnants, et si vous avez proposé, je ne sais pas, des bons d'achat ou une somme d'argent, ça peut être bien sûr se partager les bons d'achat ou la somme en question. Et donc là, en l'occurrence… Si je peux me permettre quelques points, donc on est sur une proposition, c'est gratuit pour les entreprises qui souhaitent y participer. La notion d'équipe aussi, on en a parlé l'autre fois, les équipes peuvent être constituées d'une seule personne, mais donc ce sont des personnes qui candidatent. Et il faut avoir, si ma mémoire est bonne, deux postes ouverts pour pouvoir comparer ensuite. Ça, on ira peut-être ensuite un peu plus dans le détail.
Oui, là, c'est effectivement sur l'expérimentation. Alors, effectivement, quand je parle d'équipe, en l'occurrence, si c'est pour recrutement pour un stage, c'est vrai que c'est plus adapté que l'équipe se limite à une personne, parce que s'ils sont deux, on va toujours se poser la question, mais finalement, entre les deux, lequel a le plus travaillé? Et puis, si on n'a qu'un poste à proposer, ben, là, on va être un peu embêté pour choisir entre les deux. Alors, le cas, c'est déjà produit, hein, où il y avait des équipes qui avaient participé, mais en toute transparence, si on dit, bah, au sein de l'équipe, celui qui a le plus travaillé, c'était lui ou c'était elle. Et donc, bah, c'est cette personne qu'on a choisie, mais objectivement, c'est quand même plus simple si l'équipe se réduit à une personne, et en général, c'est le cas. Et bien sûr, rien ne vous interdit de mettre explicitement dans le descriptif les équipes doivent se limiter à une personne. Là, libre à vous de mettre cette condition, comme ça résout le problème. Mais par défaut, 99 fois sur 100, les personnes, quand c'est pour un recrutement, les équipes se limitent à une personne, effectivement. Et donc, bah là, une fois que vous les avez shortlistés, donc les noms et les mails apparaissent, et c'est là que vous avez connaissance de l'identité et que vous pouvez rentrer en relation avec eux. Et effectivement, c'est là que vous pouvez donc amorcer l'interview. Et l'interview, bah, je dirais, va avoir à la fois une composante classique, puisque vous pourrez leur redemander leur CV et leur lettre de motivation, mais aussi, évidemment, ce que je conseille de faire, c'est d'axer une grosse partie de l'interview aussi sur le travail. Un, pour vérifier que c'est bien lui ou elle qui a fait le travail et pas ChatGPT ou le copain. Ça, en général, on le vérifie assez vite, hein, puisque au bout de 2-3 questions, si on voit que la personne bredouille et n'est pas capable de répondre, là, on comprend que c'est pas lui ou elle qui l'a fait, mais c'est assez rare. Objectivement, pour l'avoir testé vraiment de nombreuses reprises, c'est extrêmement rare que ça arrive. Et par ailleurs, bien sûr, pour vérifier aussi ce que la personne a fait, pour essayer un peu de la cuisiner, de la pousser un peu dans ses retranchements pour voir si elle a bien vu toutes les difficultés. Et ça peut être effectivement très utile. Ça peut vraiment permettre d'orienter la sélection parce que pour l'avoir utilisé moi-même, j'ai régulièrement fait des challenges de web scrapping sur les salaires, l'immobilier ou d'autres domaines. Et il y a 3 ans, il y avait un cas intéressant puisque j'avais proposé un challenge de web scrapping sur l'immobilier. J'avais 3 personnes qui ont participé et vraiment sur les 3, il y en avait un qui avait un CV qui était meilleur que les 2 autres, assez nettement. Il avait fait une des 2 meilleures facs d'économie de France à Toulouse. Et pourtant, à l'issue du challenge, il a fini dernier. De très loin, c'est celui qui avait fait le moins bon résultat et c'est un des 2 autres qui de très loin avait surperformé, avait fait le meilleur résultat. Et quand je les ai interviewés, il se trouve que cette personne, en plus, n'était disponible que 3 mois alors que j'avais 5 mois de budget. Donc, il avait un moins bon CV, il me faisait perdre 2 mois de budget, mais quelque part, son résultat était tellement bon. Et puis, en le cuisinant, en le posant vraiment des questions un petit peu pas évidentes, j'ai vraiment vu qu'il répondait à chaque fois très, très bien comme je l'attendais. Et donc, je me suis dit, oui, je me suis convaincu que c'était vraiment lui qu'il fallait prendre, alors même qu'encore une fois, son CV n'était pas le meilleur et que je perdais 2 mois de budget, mais je l'ai pris. Je me suis dit, oui, vraiment, à l'issue du challenge, il n'y a pas photo, c'est lui qu'il faut prendre. Et j'ai bien fait parce que ça s'est très bien passé et en 3 mois, il a fait le boulot qu'un autre a fait en 6 mois. Et on allait jusqu'à publier un document de travail Banque de France et un article dans une bonne revue dans le champ de l'immobilier. Et tout s'est bien passé aussi pour lui, parce qu'évidemment, l'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant à la fois pour eux et pour le recruteur. Et donc, après, il a enchaîné avec un master en finance à Dauphine. Et puis là, je l'ai recroisé dans le métro il y a quelques jours, on va déjeuner ensemble. Là, il travaille dans la finance chez BNP, donc tout s'est bien passé pour lui. Ça a été un très bon tremplin et ça a été une expérience qu'il a bien pu mettre en évidence sur son CV. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il m'a avoué que, alors même qu'il n'avait pas un CV forcément hyper flamboyant, il avait un QI de 140. Ça, c'est amusant. Donc, je ne vais pas dire que le challenge m'avait permis de comprendre qu'il avait un QI de 140, mais clairement, j'avais vu qu'il était plus débrouillard et plus adapté que les autres. Ça, c'était par contre flagrant. Et donc, pour enchaîner, pour rebondir sur ce que vient de dire Elisabeth, à partir de ça, en fait, on s'est dit, mais finalement, ce serait intéressant de tester de façon systématique 2 choses. Est-ce qu'effectivement, la plateforme permet de diversifier les recrutements, puisque si je rebondis sur l'exemple que je viens de prendre, ça doit permettre de rebattre les cartes, puisque même si quelqu'un est diplômé d'une très bonne école, peut-être que sur le besoin spécifique que vous avez, peut-être qu'il va être moins bon que quelqu'un d'une école moins connue ou complètement inconnue. Ça, c'est la première chose qu'on veut tester. Est-ce que dans le recrutement est plus diversifié, on prend des profils différents, puisque effectivement, le fait que les participants soient anonymes permet en fait de balayer tout un ensemble de critères, donc, puisqu'on ne peut pas discriminer selon le sexe, l'âge, les diplômes, les origines, puisqu'on n'a pas l'info. Là, la seule info qu'on a, c'est est-ce que la personne est capable de faire le job ou pas. Quelque part, ça devrait permettre, moi je l'ai testé à mon niveau, mais évidemment que je le teste, il faut le tester à un niveau plus large et sur un échantillon plus grand, parce qu'évidemment, moi je suis subjectif, je suis partie prenante dans la plateforme, donc il faut le faire sur d'autres cas. Et c'est ce qu'on a donc commencé à faire avec une expérimentation à grande échelle qui reprend les principes de l'économie, qui elle-même reprend les principes de la médecine, la méthodologie du diff in diff. Donc, je vais prendre un exemple. En médecine, quand on veut tester un vaccin, en fait, typiquement, on va prendre 2 échantillons qui sont comparables, avec la même proportion d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes.
avec des personnes qui sont aussi malades d'une pathologie dans un groupe que dans l'autre. On va administrer au premier groupe donc une piqûre avec le vrai vaccin et dans l'autre groupe, par contre, un placebo, donc une piqûre avec de l'eau. Et puis, on va regarder au bout de quelques jours, est-ce que le premier groupe guérit plus vite que le deuxième? Et si c'est significativement significatif, là, on va en conclure que le vaccin est efficace. Ben là, c'est le même principe, en fait. Si ce n'est que bien sûr, là, on ne fait pas de piqûre, hein, c'est plus inoffensif. Là, on va juste sur la moitié des stages dans une entreprise. C'est pour ça qu'Elisabeth disait tout à l'heure qu'il fallait idéalement que pour chaque entreprise, il y en ait au moins 2. Donc, on prend les recrutements sur une année, ou ça peut être plus, hein, même si vous avez un recrutement par an, on peut faire l'expérience sur 2 ans, par exemple. Et donc, on prend la moitié des recrutements, et c'est ce qu'on a fait avec la Banque de France, puisqu'on a signé une convention avec la Direction générale des ressources humaines de la Banque de France. Donc là, je vous montre la copie d'écran. On avait sur l'intranet de la Banque de France donc signé une convention avec le directeur Stéphane Martina, qui est donc directeur du recrutement et des carrières à la Banque de France. Donc, on a signé une convention pour, pendant 1 an, utiliser la plateforme sur la moitié des recrutements dans 3 directions générales des stages de 6 mois. Et donc, de façon aléatoire, enfin, en gros, dans l'ordre où ça vient, on en prend 1 sur 2. Un stage sur 2 utilise la plateforme et un stage sur 2 ne l'utilise pas. Donc là, c'est le groupe de contrôle, le placebo, la piqûre avec de l'eau. Et donc, au bout de l'expérimentation, on va tester donc 2 choses. Est-ce qu'on diversifie les sources de recrutement? Et comme on teste sur les compétences, ça doit être gagnant-gagnant. Est-ce que dans le même temps, le recruteur est au moins aussi satisfait, voire plus satisfait dans le groupe de traitement, donc le groupe qui utilise la plateforme par rapport au groupe qui ne l'utilise pas? Et donc, là, l'expérience est en cours. Il y a un certain nombre de challenges qui ont été postés et qui sont disponibles au moment où je vous parle. La Banque de France en a posté un certain nombre. Actuellement, donc là, alors, il y a une nouvelle République qui a posté 50 de challenges. Donc actuellement, il y a encore 3 challenges. Il y en a 2 normalement qui vont être postés prochainement dans différents domaines. D'ailleurs, la Banque de France offre des métiers assez différents. Ce n'est pas forcément la finance ou l'impression des billets. Hein, ça peut être d'autres domaines que celui-là. Donc, par exemple, là, il y en avait un qui vient à expiration aujourd'hui, d'ailleurs, sur la prévention des risques. Donc là, c'est vraiment un domaine complètement différent. Donc, les domaines peuvent être vraiment assez variés. Il y en avait un, par exemple, sur les placements RSE des entreprises. Il y en avait un autre sur l'économie du climat. Il y en avait un autre, par exemple, je vais vous prendre celui-là. Donc, celui-là, c'est pour faire une étude stratégique en informatique, une étude CRM. Enfin, vous voyez, les domaines sont quand même assez larges. Hein, ça peut être vraiment varié. Et donc, voilà, donc l'expérience est en cours avec la Banque de France. France Stratégie est aussi confirmé, c'est une administration également importante qu'ils allaient participer à l'expérimentation. La Croix-Rouge française m'a aussi donné son accord. Donc, et puis au précédent webinaire, il y a aussi un intérêt d'entreprise, puisque évidemment, pour que ce soit significatif, il faudrait idéalement qu'il y ait aussi des entreprises du secteur privé qui participent, parce que sinon, si ça marche avec la Banque de France, on va nous dire, ah oui, mais le cas est un peu particulier, ok, vous avez fait les choses proprement, on peut l'enchâsser en 2, mais malgré tout, c'est une conclusion qui est limitée parce que c'est que la Banque de France. Donc, évidemment, plus il y aura de participants dans cette expérience, plus ce sera significatif et convaincant. Donc, idéalement, là, on a déjà un certain nombre d'administrations. Donc, avec la Croix-Rouge, on aura plutôt le secteur, on va dire, associatif au sens large. Et puis, si on pouvait avoir effectivement des partenaires privés, là, ce serait vraiment bien parce que là, on pourrait vraiment avoir quelque chose de complètement significatif et représentatif de l'économie française. Voilà, donc l'expérience, en fait, c'est très souple, hein, puisque si on prend donc la convention qu'on avait signée avec la Banque de France, on avait vraiment pris une convention de quelques pages, hein, c'était vraiment à minima. En l'occurrence, on apporte tout, on apporte vraiment toute l'aide pour aider les professionnels à poster le challenge. Grosso modo, ça prend 1 heure de son temps à un professionnel à partir du moment où il dit « je participe » et à partir du moment où on décide que telle offre va être soumise à B2IDs, tout compris, ça prend à peu près 1 heure, y compris le questionnaire qu'on enverra au final pour demander est-ce que vous avez été content, pas content des résultats du stagiaire, ou le recrutement d'emploi, parce que ça ne se limite pas au stage, ça peut être l'alternance ou l'emploi aussi. Donc, tout compris, ça va prendre à peu près 1 heure. Et malgré tout, ce n'est pas une perte sèche, puisque ça vous fera gagner du temps aussi, puisque ça vous permettra de mieux sélectionner. Et puis aussi, certains candidats vont s'auto-éliminer, puisqu'ils vont par les compétences ou par la motivation pour le faire. Et par rapport à des gens qui auraient candidaté, qui auraient peut-être mis de la poudre aux yeux, qui auraient peut-être été sélectionnés et que vous auriez peut-être sélectionné à tort, l'idée aussi, c'est de permettre d'éviter les erreurs de matching et de vraiment permettre de sélectionner ceux qui sont motivés et ceux qui ont les compétences. Et aussi, autre argument pour dire que ça peut être intéressant pour les entreprises, on est une association, donc on a aussi des bénévoles qui travaillent avec nous. Et donc, en plus de tous les candidats spontanés que vous allez avoir quand vous allez poster votre offre de stage, on va amener des candidats en plus, puisqu'on a aussi des réseaux, on a un certain nombre d'écoles
en France ou éventuellement à l'étranger, si vous acceptez aussi des étudiants dans les écoles à l'étranger, si vous pouvez faire des conventions avec eux, pour recruter. Et donc, on pourrait tout à fait activer, et on l'a fait sur les cas de la Banque de France, activer nos canaux dans différentes écoles. On a des partenariats avec des écoles assez diverses. On a par exemple pas mal de collaborations avec l'École normale supérieure de Lyon, avec l'ENSAI, en école de statistique, avec Paris-Saclay, Paris 1, Aix-Marseille, Tours, Orléans. On a aussi des discussions en cours avec le SILB dans les écoles d'ingénieurs, l'école centrale. Enfin bref, on a voilà, des écoles et des universités assez variées à Paris ou en province. Et donc, on va pouvoir vous amener ces profils. On va aussi en chercher en plus en allant sur des sources comme LinkedIn ou autres, ou les homepages pour voir un petit peu les profils avec des étudiants dont les caractéristiques peuvent matcher avec ce dont vous avez besoin. Et donc, on les informe, il y a un challenge qui est posté. Vous avez une opportunité, ne vous auto-censurez pas parce que là, les chances sont ouvertes. Vous avez les mêmes chances que ceux qui ont des diplômes éventuellement meilleurs que vous, mais là, on met les compteurs à zéro, tout le monde a sa chance. Et donc, là aussi, on amène des profils supplémentaires. Et entre guillemets, pour vous, ça peut être que du plus parce que vous aurez toujours les profils qui vont candidater chez vous. Et en plus, on amènera tout un ensemble de profils différents. Et l'idée, c'est de vous amener des bonnes surprises. Et d'ailleurs, je l'ai retesté parce qu'évidemment, je fais aussi un peu le constat en temps réel avec mes collègues de la Banque de France sur ceux qui ont posté des challenges. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, donc, il y en a un qui a posté un challenge en data science sur l'analyse textuelle. Il se trouve qu'il y a eu 5 participants, il y en a 3 qui ont posté quelque chose. Et finalement, sur les 3 qui ont posté quelque chose, il y en avait un qui venait d'une fac à Lyon, qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus la plus réputée, un autre qui vient de Paris-Saclay et un autre qui vient d'une école d'ingénieurs dans le top 3. Et finalement, celui qui de très loin a gagné le challenge, en fait, c'est celui de l'Université lyonnaise. Donc, comme quoi sur le papier, normalement, il aurait plutôt dû être après les 2 autres. Et puis finalement, en testant sur les compétences, eh bien, finalement, c'est lui qui est sorti du lot et de très loin. Il a une note qui a été 3 fois supérieure aux autres. Donc, c'est de très, très loin, c'est lui qui émergeait. Et donc, là, quelque part, la plateforme a fait son travail puisque sur les 3, éventuellement, c'est peut-être pas celui-là qu'on aurait pris, on aurait eu tort parce qu'on serait passé à côté de quelqu'un qui avait les compétences et qui était motivé. Et on aurait peut-être pris un des 2 autres qui, apparemment, en termes de compétences, était plus léger, quoi. Donc voilà, donc c'est l'idée de l'expérience, c'est que ce ne soit pas contraignant pour vous. On vous accompagnera de A jusqu'à Z pour vous aider à poster un challenge et après en faire la publicité, et puis aller jusqu'au bout pour vous aider à noter, classer. Toutes ces étapes prennent vraiment quelques minutes. Montre en main et on s'y engage, ça prend 10 minutes pour poster un challenge. Et donc, voilà, à partir de là, en fait, tout est pris en main. C'est gratuit, bien sûr. Et puis, on vous associera aussi à l'expérience. Et bien sûr, pour vous, ça peut être aussi intéressant. Ne vous gênez pas pour communiquer là-dessus en disant que vous participez à une expérience qui aide les étudiants à s'insérer, qui donne leur chance à tous. Puis, c'est un intérêt bien compris, parce que vous aussi, ça vous permettra de mieux recruter des profils différents avec des gens qui, on l'espère, vont fitter avec ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est une formule gagnant-gagnant et on l'espère. Ah oui, et puis dernier point, pour les étudiants qui candidatent et qui sont shortlistés, si vous avez qu'un stage à proposer, et si vous avez par exemple 5 shortlistés, malgré tout, les 4 qui ne sont pas sélectionnés, ils gagnent quand même parce qu'en fait, ils ont un certificat de la plateforme qui va tester de leur réussite. Et 2, comme ils ont été shortlistés, pour mettre sur leur CV, ça c'est un engagement qu'on prend, en fait, vos coordonnées et votre mail, en indiquant j'ai travaillé pour Jean-Charles Bricon ou quelqu'un d'autre, j'ai bien travaillé pour lui et il m'a bien noté. Et si vous avez un doute, vous pouvez le contacter à telle adresse. Et comme ça leur apporte une recommandation supplémentaire, même éventuellement si on ne les a jamais rencontrés, quoi. Et donc, ça, c'est un moyen assez efficace d'étoffer son réseau. Puis, évidemment, rien n'interdit aux étudiants de participer à plusieurs challenges. Et comme ça, s'ils gagnent ou ils sont shortlistés sur 2 ou 3 challenges, ils peuvent venir regarder. J'ai été noté séparément par 3 personnes qui ne se sont pas concertées. Les 3, à chaque fois, m'ont shortlisté, donc je suis bon. Enfin, voilà, j'ai fait la preuve, je suis bon, donc donnez-moi ma chance. Voilà, c'est un peu l'esprit de l'expérimentation. Donc, maintenant, j'ai pas mal parlé. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des réactions ou des questions. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup Jean-Charles pour toutes ces informations. Donc on a rappelé que la participation à l'expérimentation est gratuite, qu'il faut idéalement à minima 2 postes ouverts, que ça peut être des stages, mais aussi de l'alternance ou de l'emploi, qu'il y a une idée de rétribution, hein, c'est l'accès au stage, à l'emploi, etc. Mais c'est aussi ensuite valoriser vos références d'entreprise dans les CV des personnes qui ont participé au challenge. Et ça permet donc de valider des compétences professionnelles. Parmi les personnes qui ont participé à cette présentation, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la mise en place votre participation à cette initiative.
Nous, dans tous les cas, on transmet les coordonnées de Jean-Charles Bricon à l'ensemble des participants. Donc, on avait 2 sessions. On avait une session qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà, et puis cette session-là. Voilà, donc la parole est à vous si vous souhaitez vous exprimer directement, dire voilà, vous êtes convaincu ou pas convaincu, ou question complémentaire. Oui, je précise aussi pour si ça peut définitivement vous rassurer. Si vous n'êtes pas convaincu par les prestations des étudiants, rien ne vous oblige à les recruter. Si vraiment vous dites oh non, il y en a 3 qui ont participé, puis aucun ne me plaît, je veux dire, c'est pas obligatoire non plus. Évidemment, ne les prenez que si vous êtes vraiment convaincu par ce qu'ils ont fait. Donc, entre guillemets, dans ce cas-là, au pire, vous avez perdu 1 heure pour définir un challenge et le poster. Mais au mieux, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Si vraiment, après le petit temps que vous aurez passé pour poster quelque chose, vous avez quelqu'un qui travaille 2 fois mieux, quelque part, je pense que c'est un investissement qui est vraiment gagnant. J'ai une question. Oui, allez-y. Oui, alors c'est Alice du groupe Cali Consult. Ma question est la suivante. Donc, effectivement, on a quand même une politique de recrutement de stagiaires assez importante au sein du groupe. Et ma question, on souhaite créer un challenge pour justement aller se différencier, faire un recrutement un petit peu différent. Est-ce qu'on peut avoir un regard, un œil, en tout cas, sur le challenge que nous, on propose pour s'assurer qu'on est quand même plutôt cohérent, plutôt dans les clous par rapport à ce qu'on propose? Parce que là, c'est vrai que c'est un exercice tout neuf. Alors, Diana, je laisserai prendre la parole si besoin, mais c'est vrai que le principe, je le trouve génial. Là, je partais vraiment d'une page blanche sur le sujet, mais c'est très intéressant et en tout cas, moi, je demande bien à pousser un petit peu l'expérience. Pour autant, on crée un premier challenge, on est novice en la matière. Est-ce que quelqu'un peut quand même nous dire, OK, là, ça va pas, enfin, c'est peut-être pas complètement raccord, ça va être compliqué de… Oui, bien sûr, bien sûr. Là, quand vous allez, en fait, à chaque fois, quand je parle d'accompagnement, il est vraiment de A jusqu'à Z. Une étape vraiment importante, c'est effectivement le contenu du challenge. Je dirais, c'est quasiment le plus important. C'est vraiment… puis il y a aussi éventuellement la période qu'on va indiquer, puisque les étudiants, ils ont aussi des périodes pendant lesquelles ils sont plus ou moins occupés. Donc, si vous postez quelque chose au mois d'août en mettant une deadline 2 semaines après, bon, là, vous aurez peu de monde. Si par contre, votre période est mieux choisie, vous aurez plein de monde. Donc, évidemment, il y a un petit choix stratégique sur la période. Mais vraiment, pour moi, effectivement, vous avez raison, le plus important, c'est le contenu du challenge. Et pour ça, évidemment, on commence à avoir l'expérience, puisque là, il y a quand même un certain nombre de challenges qui ont été postés. Donc, on voit un petit peu comment le formuler, qu'est-ce qui va attirer, qu'est-ce qui va rebuter, qu'est-ce qui va poser question. Donc, évidemment, là, si vous décidez dans quelques jours de poster un challenge pour recruter telle compétence, on va en discuter, on aura un premier échange pour discuter, voir un petit peu, OK, vous avez besoin de tel profil, donc ce serait peut-être bien de mettre tel challenge de sélection. Vous allez de votre côté rédiger quelques paragraphes pour le challenge. On va en reparler, on va réexaminer ensemble pour dire, oui, OK, ça c'est bien formulé, ça faudrait peut-être un peu l'ajuster. Il faudrait peut-être ajouter telle ligne pour préciser que les étudiants doivent être étudiants en France, parce que la convention, par exemple la Banque de France, on peut avoir de convention que si on est étudiant en France. Donc voilà, il faut juste penser à ajouter ce genre de phrase un petit peu administrative, mais bon, voilà, c'est juste quelques conseils en plus. Mais en tout cas, sur le contenu de challenge, pour dire oui, ça s'est adapté, ça permet de bien sélectionner. Et ça va tirer, parce que des fois, on pense à des challenges, puis en fait, c'est parfois le contenu un peu rebutant, donc ça attire moins. Donc, évidemment, je pourrais vous donner plein de petits trucs pour vous dire, oui, là, il faut le rédiger autrement, ou ça, c'est trop exigeant, ou ça, vous pouvez vous permettre d'être plus exigeant, parce que là, ça va être trop rapide. Évidemment, tout ça, on vous conseillera pour effectivement que vous puissiez poster quelque chose le plus adapté possible. Et puis, là, vous allez définir un délai. Puis, par exemple, si le délai est trop court, si on dit, mince, j'ai oublié, c'était les vacances, j'ai pas eu beaucoup de candidats, rien ne vous interdit d'allonger 1 ou 2 semaines, donc c'est quand même relativement flexible. Et puis, vous pouvez aussi, si à l'issue du premier challenge, vous dites, non, finalement, c'était pas exactement on n'a pas exactement les retours qu'on voulait, rien ne nous empêche d'en reposter un autre en ajustant. Donc, je dirais que vous avez bien sûr un droit à l'erreur, mais en tout cas, en amont, on vous accompagne de A jusqu'à Z pour vraiment tout définir et se dire, OK, ça c'est bien, vous pouvez le poster. Et puis après, comme il y a un espace de chat, vous pouvez aussi voir un petit peu les retours des étudiants s'il y en a. Alors, si tout est clair, vous n'aurez pas de questions. C'est le cas le plus fréquent. Mais de temps en temps, il y en a, puis ça permet aussi de voir, ah oui, OK, tel point, je n'ai pas été très clair, tel point, ouais. Donc, bon. Mais en général, maintenant qu'on se fait une expérience, ça va faire 6 ans qu'on existe. Donc, oui, quand vous allez définir votre challenge, on vous donnera les conseils. Normalement, après, voilà, ça va rouler. Il n'y aura pas de souci. Merci. Actuellement, vous avez combien d'étudiants inscrits sur la plateforme? Alors, ça s'est pas mal développé puisque je me disais qu'on serait autonome à partir du moment où il y aura à peu près 2000 inscrits sur la plateforme. Alors, il se trouve que toute catégorie confondue, c'est très majoritairement des étudiants. Les 3 quarts sont des étudiants, parce qu'il y a aussi des professeurs, des professionnels participants.
Et puis les professionnels qui postent les challenges. Là, on a dépassé le cap des 2100 inscrits. Donc, et sur les derniers mois, ça a augmenté de plusieurs centaines avec une très bonne dynamique. Donc, voilà. Donc là, il y a déjà un vivier qui est déjà important, qui a beaucoup augmenté sur la dernière semaine et je pense que ça va continuer. Non. Voilà, donc une entreprise qui poste actuellement une offre sur la plateforme va a priori recevoir des candidats, quelle que soit sa localisation en France. Oui, alors ça, évidemment, il faudra préciser. Alors, si vous êtes localisé, il faudra quand même être transparent parce que pour certains étudiants, évidemment, il y en a qui sont peut-être plus mobiles que d'autres. Donc, il y en a qui voudront uniquement Paris, puis d'autres qui ne voudront surtout pas Paris, ou d'autres qui vont dire je préfère aller dans telle région. Donc, effectivement, vous avez raison, vaut mieux préciser. D'ailleurs, même la Banque de France, hein, tout n'est pas localisé à Paris. On a une antenne à Poitiers, par exemple, et quand les collègues de Poitiers ont posté un challenge, je dis indiquez-le parce que ils vont peut-être se dire Banque de France égale Paris et pas forcément. Donc, évidemment, vous avez raison, il faut préciser cette information dans le contenu du challenge. Mais potentiellement, oui, on va pouvoir attirer des étudiants pour vraiment tous les types de challenges. Et pour dire, ça peut monter jusqu'à des chiffres assez élevés, puisque par exemple, des collègues avaient posté, je crois que c'était sur le changement climatique, c'est un thème qui, en économie qui attire beaucoup en ce moment, ils ont une 40aine d'inscrits. Ce qui est quand même pas mal. Alors, tout le monde n'avait pas posté quelque chose. Des fois, vous avez des inscrits qui ne postent pas quelque chose faute de temps ou de compétences, mais sur la 40aine, il y a bien 25 qui ont posté quelque chose et plus d'une dizaine qui avaient vraiment fait des choses qui étaient bien et qui méritaient de shortlister, quoi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un trick quand même. Il y a un nombre d'inscrits. Sur les inscrits, il y en a qui postent quelque chose ou qui ne postent rien. Sur ceux qui postent quelque chose, il y en a qui postent des choses très bien, d'autres moyennes, mais bon, ça peut mériter une interview, puis d'autres à côté de la plaque et qui on se dit non, vraiment, ça ne vaut pas la peine de les prendre. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est pas toujours corrélé à l'intuition qu'on avait en fonction du profil initial, quoi. Donc, c'est vraiment pour… alors, il faudra faire une étude plus systématique une fois que l'expérience sera terminée. Mais déjà, ce que je commence à observer, c'est que, oui, par rapport au recrutement qu'on ferait spontanément, les cartes sont rebattues assez largement. Ouais. Et effectivement, en fonction de l'attractivité du challenge, on peut avoir des challenges qui attirent vraiment beaucoup. Je prends l'exemple de la commission. Ils avaient donc posté un challenge, je vais repartager mon écran. Ils avaient posté un challenge il y a à peu près 3-4 ans. C'était pendant le Covid. Ils voulaient regarder l'impact du Covid sur la productivité des entreprises. Et en plus, il était pris extrêmement tard puisqu'ils avaient posté quelque chose au mois de mai. Alors, j'ai dit, au mois de mai, la plupart des stagiaires sont casés. Mais bon, comme c'était la Commission européenne, ils ont pu attirer du monde et ils ont mis moins de 15 jours de délai pour faire le challenge. Donc, c'était très tard et dans des délais très courts. Mais comme c'était la Commission européenne, ils ont beaucoup attiré. Et ils ont eu une quinzaine de personnes qui étaient motivées pour le faire. Et à la fin, ils ont pu shortlister 4 personnes qui étaient bien. Puis bon, à la fin, ils en ont pris un. Mais c'est sûr. Mais clairement, si c'est attractif, vous pouvez vraiment attirer du monde rapidement, y compris sur des durées courtes. Et puis au final, ils avaient shortlisté 3 Français et puis un Roumain de l'Université de Bucarest. Donc il y avait il y en a un qui était d'Aix-Marseille, de Paris 1, de Tours et donc de l'Université de Bucarest. Et c'est celui de Paris 1 qui a gagné, mais ils avaient bien aimé. Ils m'avaient dit que le fait d'axer le challenge sur l'interview sur le challenge les avait beaucoup aidés à bien sélectionner. Donc, oui, si le challenge est bien rédigé et attractif, on peut vraiment attirer pas mal de monde dans un délai assez court. Ça, c'est clair. J'ai oublié de préciser aussi qu'on a aussi des soutiens publics, puisqu'un Jeune Solution nous avait posté sur leur site. D'ailleurs, je vais partager, j'ai fait une copie d'écran à l'époque. Et puis, la Banque de France nous a aussi récompensé au titre des trophées solidaires. Et puis, le ministère de l'Emploi, le cabinet nous avait apporté aussi son soutien. Donc, on commence aussi à être bien identifié par les acteurs publics. Et puis, on a une discussion avec Pôle emploi aussi pour être hébergé sur l'Emploi Store. Donc, voilà. Donc, on commence quand même à avoir un certain nombre de reconnaissances à ce niveau-là. Je vais… Attendez, donc là, c'était… 1, 2… Attendez, je vais vous retrouver ça parce qu'on avait donc une copie d'écran aussi pour… j'ai une solution, c'est là. Alors, c'était un Word. Une solution, voilà. Donc là, on avait été posté sur la page d'accueil. Donc à l'époque, on avait été soutenu donc, par le cabinet du ministère de l'Emploi. Puis on a eu aussi un soutien il y a à peu près 1 an du cabinet qui avait changé, le ministère de l'Emploi qui était toujours aussi intéressé par notre formule. Donc voilà, on avait été posté. Donc c'était aussi une reconnaissance intéressante parce qu'un Jeune Solution est quand même un site qui a pignon sur rue, qui a quand même beaucoup d'adhérents de côté des entreprises et des étudiants. Donc voilà. Et d'ailleurs, prochainement, on ne travaille pas uniquement avec le public, puisqu'on a aussi un contact avec Nomade
Nomade Éducation, qui apparemment est assez connu chez les jeunes. Donc voilà, on a aussi des contacts dans le public et dans le privé. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions, ce qu'Elisabeth effectivement a indiqué. J'en avais simplement une. Alors, aujourd'hui, le vivier, c'est plutôt des étudiants. En élargissant potentiellement le partenariat avec Pôle emploi, on pourrait aussi avoir des candidats finalement. Complètement. Ça a déjà été utilisé effectivement pour des non-étudiants. J'ai un collègue à la Banque de France, c'était intéressant, qui avait mis pendant plusieurs mois une offre sur le site de la Banque de France. Il n'a eu personne. Il a posté quelque chose sur Business to Ideas. On a fait de la pub en allant effectivement identifier les candidats qui pouvaient être intéressants sur LinkedIn ou ailleurs. Et on a amené un candidat, il nous a dit il était vraiment super, il avait vraiment fait un très très bon challenge. Et donc, quelque part, là, on avait presque en modèle réduit l'expérimentation dont je parlais, parce que ça avait été posté plusieurs mois sur le site de la banque, qui est quand même attractif, je veux dire, c'est quand même visible, c'est quand même un site que tout le monde connaît. Ils n'avaient eu personne, et le fait de la reposter sur la plateforme a tout changé. Ils ont vraiment pu attirer quelqu'un, donc qui n'était pas un étudiant, qui était un professionnel, qui avait déjà plusieurs années d'expérience, qui avait vraiment fait un très bon résultat, et là, on avait vraiment vu la différence. Entre avant et après, ça avait tout changé. Ok, merci beaucoup. D'autres questions complémentaires par les participants? Donc, je vais peut-être juste mettre mon mail. Alors, bien sûr, ils pourront passer par vous, Elisabeth, mais si quelqu'un veut me poser des questions, j'ai l'esprit d'escalier, donc j'imagine que d'autres l'ont aussi, pour me poser des questions en direct, comme ça, vous l'aurez. Donc, Jean-Charles. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, j'en ai aucun problème à refaire une visio séparément. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Comme je dis toujours à mes étudiants, j'assure le service après-vente, donc n'hésitez pas. Sinon, merci. Donc, effectivement, on vous mettra en relation les uns avec les autres. On a des entreprises sur la session précédente qui, d'emblée, ont confirmé leur intérêt à participer. N'hésitez pas à en discuter en interne dans vos entreprises, en parler aussi dans vos écosystèmes, parce que l'objectif, c'est de faire du bruit. C'est vraiment un outil d'aide à la décision et un outil permettant la non-discrimination et la diversification du sourcing. Donc, nous, on est pleinement convaincus au niveau des entreprises pour la cité et de la charte. Et c'est pour ça qu'on confirme le partenariat avec la Charte de la diversité. On est vraiment ravis. L'objectif, c'est d'en parler davantage pour qu'on ait à la fois côté candidat une belle diversité de profils et côté entreprise, à la fois ce que disait Jean-Charles, à la fois des représentants du secteur public, mais aussi privé et pourquoi pas associatif. On peut être assez large sur les possibilités. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer, celles et ceux qui le souhaitaient? C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup Jean-Charles. Je vais donc assurer cette mise en relation. Merci pour le temps que vous nous avez dédié. Et puis on mettra en disposition le replay pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Elisabeth. Au revoir. Merci Jean-Charles. Au revoir. Au revoir.